Soyez les bienvenus sur la scène Écosystème. Merci beaucoup d'être avec nous. J'espère que tout le monde nous entend bien. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours vous connecter via le QR code et mettre vos écouteurs pour entendre confortablement cette conférence qui vous est proposée par l'Union des entreprises Sport et Cycle. Donc je salue le délégué général, Virgile Caillet, qui est avec nous aujourd'hui. Merci Virgile. Bonjour Gaël, bonjour à tous. Et Jean-Marc Gillet, qui représente Idéactif. Bonjour. Bonjour Jean-Marc, merci d'être là à quelques jours du départ du Tour de France sur lequel tu vas nous le raconter, mais Idéactif est particulièrement impliqué. Alors là, on va parler du sport, de l'économie du sport et de l'économie du sport partout en France sur ce terme, les territoires. En tout cas, pas que à Paris, c'est notre thème de l'après-midi. On a besoin de se dire, Virgile, que l'économie du sport, elle infuse un petit peu partout et surtout, elle est au contact de l'évolution de la pratique de chacun d'entre nous. Oui, absolument Gaël, et c'est important de commencer par quelques éléments de cadrage. Ça va nous permettre de mieux comprendre comment et pourquoi le sport et son économie sont effectivement omniprésents sur l'ensemble des territoires. Déjà, rappeler que le sport, c'est pas un sujet accessoire. C'est vraiment un sujet essentiel et dans le quotidien des Français, 91%, je vous le rappelle, des Français considèrent que le sport est au moins un peu important pour eux. C'est presque 70% très et assez important. Je parle du sport qui se regarde et du sport qui se pratique, bien entendu. Et si vous devez retenir quelques chiffres, sachez que on a 50% des Français aujourd'hui qui déclarent avoir une pratique active et sportive régulière, c'est-à-dire au moins une fois par semaine. Donc c'est un volume considérable. C'est plus de 30 millions de Français qui ont une activité physique et sportive régulière, donc hebdomadaire. C'est votre cas, messieurs, j'espère. Absolument, évidemment. absolument. Et j'espère que dans la salle, tout le monde est aussi pratiquant régulier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute cette activité sportive, elle se traduit sur les territoires avec des profondes mutations qu'on constate déjà depuis quelques années. Des mutations notamment dans la diversité des offres de pratique. C'est vrai que pendant très longtemps, culturellement, le sport, c'était le jeu des associations, des fédérations sportives. Aujourd'hui, l'offre de pratiques sportives se diversifie. On retrouve des pratiques autonomes. Vous êtes probablement nombreux à courir, à aller nager, à aller faire de la rando, à aller faire du vélo. Donc ces pratiques-là se développent aussi. Les pratiques en club marchand, en salle de sport qui se développent aussi énormément. Tout ça a des incidences sur l'aménagement du territoire. Avant, pour caricaturer, vous aviez une piscine, un gymnase, un terrain de foot, une piste d'athlée et globalement, vous aviez couvert l'ensemble des besoins. Aujourd'hui, il y a une diversité d'équipements sportifs qui sont nécessaires pour répondre aux aspirations et aux besoins des concitoyens. Donc ça, c'est un point qui est important. Et autre point également qui va être une partie de la réponse, c'est les évolutions démographiques. On a, je ne sais pas si tout le monde a pris conscience de ça, une population qui est vieillissante. Pour la première fois depuis 1945, la courbe des naissances a été dépassée par la courbe des décès. On a une catégorie de la population, les 50-75 ans, qui représente plus d'un tiers de la population des Français. Et d'ici 2035, il y aura moins 1,5 million d'enfants qui seront dans les clubs de sport. Tout ça, évidemment, a des incidences sur la consommation de la pratique sportive, je le dis volontairement, le terme consommation, sur les équipements sportifs, sur les attentes des Français en matière à la fois de consommation d'articles de sport et à la fois de pratique. Sur cette pratique, son évolution, est-ce qu'on voit un avant-après JO de Paris 2024 ? Alors, je pense qu'il y a plutôt un avant et après Covid. Il y a une prise de conscience, à la fois la prise de conscience de l'importance de préserver son capital santé. Vous vous rappelez, pendant la crise sanitaire, on pouvait faire un peu de course à pied et puis un peu de vélo, mais globalement, c'était très limité. Et depuis, il y a une sorte d'euphorie. Et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que c'est contre-intuitif. Il n'y a jamais eu autant de Français qui ont fait du sport. Jamais les Français n'ont autant utilisé leur vélo dans leurs déplacements du quotidien. D'ailleurs il suffit de voir autour de vous quand vous traversez Paris, ça en devient presque dangereux. Et pourtant, on voit qu'il y a quand même des difficultés sur la consommation. On y reviendra peut-être sur les commerces d'articles de sport et de loisirs. Il y a un décalage, il y a une sorte de contradiction entre la pratique sportive et aujourd'hui la consommation. Mais pour répondre
répondre à la question, oui, il y a un avant et un après Covid. Et le rajeunissement des pratiquants de sport, avant la pratique sportive, on y revenait à 40 ans, 50 ans. Aujourd'hui, on voit énormément de jeunes de 25-30 ans faire de l'activité physique et sportive. On voit des phénomènes comme le paddle, on voit des phénomènes comme l'Irox, il y a eu le crossfit. Et tout ça bouleverse effectivement l'économie du sport et son infusion sur les territoires. Alors justement, faisons peut-être un focus sur les loisirs sportifs marchands représentés par l'Union des entreprises du sport et du cycle. Là aussi, on voit des nouvelles pratiques. Tu en as parlé, on parle du paddle, de l'Irox, le five aussi qui se développe beaucoup. Et ça, c'est pas une mode parisiano-parisienne. On en a partout et ça participe justement à ce développement de la pratique. Absolument. Et d'ailleurs, Gaëlle, vous avez... Pour ceux qui nous entendent et nous suivent, je suis très impressionné par le système des oreillettes. Et ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à flasher le QR code pour bien nous entendre. Vous avez des chiffres qui traduisent l'importance de ce qu'on appelle les loisirs sportifs marchands sur le territoire. Encore une fois, il ne faut surtout pas opposer la pratique fédérée en club qui continue, il y a 17 millions de licenciés, mais au sein des salles de sport, alors les salles de fitness, tu as évoqué le foot à 5, mais il faut aussi parler de l'escalade, qui est un phénomène assez incroyable en termes d'engouement. Eh bien, on a des implantations de ces salles sur quasi l'ensemble du territoire. C'est... Là, des acteurs de lien social, ce sont des tiers-lieux sportifs. J'aime bien prendre cette expression-là, des lieux de destination sportive. Et là aussi, ça modifie un petit peu l'aménagement, la répartition de l'économie du sport sur les territoires. 75% de ces salles sont installées dans des quartiers prioritaires de la ville. Ça aussi, donc je parlais de lien social, c'est très important. Et puis, ce sont aussi des relais de croissance et puis des employeurs. C'est une petite dizaine de salariés en moyenne pour l'ensemble de ces salles de sport, des emplois non délocalisables, souvent des emplois moins de 30 ans. Donc vous le voyez, ces acteurs de l'économie du sport ont un rôle essentiel dans la dynamique économique des territoires. Alors les acteurs de cette économie du sport sont aussi les entreprises qui travaillent notamment autour des grands événements sportifs. C'est le cas d'Idéactif, Jean-Marc. Et Idéactif participe elle aussi à l'attractivité du territoire. Alors on parlera du Tour après, mais simplement en étant justement pas du tout localisée dans une grande ville, mais elle embarque autour d'elle un grand bassin de population. Oui, on a fait le choix il y a plus de 15 ans. Après avoir envoyé à peu près pendant 20 ans des productions à droite et à gauche, des fabrications à des partenaires divers et varieux, d'internaliser ce qu'on faisait. Donc on s'est posé la question du où. Est-ce que ça ne serait pas mieux qu'on soit proche Île-de-France, à côté d'une grande métropole? Et on a décidé d'investir dans notre lieu, dans notre atelier de fabrication et de design, qui est à Pithiviers. Je vous encourage à regarder où est Pithiviers, c'est pas très loin d'Orléans, avec une logique très importante qui est de dire ok, on est à l'extérieur de Paris, donc on peut contourner Paris, on est sur une zone franche, donc on va nous aider à nous installer. On a 15 000 m², dont 4 000 m² d'atelier, et du coup on crée une attitude où on est RSE de fait. Puisque on va aller, on a 10 personnes à plein temps à Pithiviers et une quarantaine de personnes à plein temps à Clichy. Et les 10 personnes à plein temps à Pithiviers deviennent, dans quelques heures, 330 personnes qui vont sur le Tour de France. Et ceux qui fabriquent les caravanes, vous en verrez quelques-unes à l'écran, on va sourcer des artisans à peu près à 50 km périmètre de Pithiviers. On va sourcer des matériaux qui sont... dans un rayon, pareil, très court. Et tu disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a un avant et après JO ou Covid? Mais en tout cas, sur nos métiers, il y a un avant et après JO, puisque cette année, d'habitude, on a 1-2 compétitions à partir de septembre, des nouveaux acteurs qui veulent aller sur le Tour de France. Cette année, on n'en a pas eu 2, on en a eu 8. Donc en fait, les JO ont décomplexé les marques pour aller à la rencontre des gens dans la vie réelle. Et du coup, ça nous a donné une activité assez extraordinaire. Donc vous voyez mon véhicule préféré, qui est le Poireau. Donc là, vous apprenez grâce à cette slide qu'au départ, c'est une Renault Zoé qui, à Pithiviers, a été décapitée
et assemblés par des artisans à 10 km à côté qui ont façonné le décor à base de polystyrène. Ils ont ensuite rajouté de la résine, etc. Vous découvrez quand même en avant-première la caravane du Tour de France 2026. Hein. Alors il y a des scoops, il n'y a pas tous les scoops là. Hein. Ah, il y en a quelques-uns. Quand même, le petit poireau de Leclerc. Non, il était là l'année dernière. Mais vous allez voir. Alors, je crois que le client Charal n'a même pas vu ce véhicule, donc chute s'il vous plaît. Ça ne part pas sur les réseaux sociaux cet après-midi. Voilà, vous le voyez, ça c'est un véhicule sur la base d'un quad. Alors, vous voyez l'atelier derrière. Ce qui est très important dans nos métiers, on parle de territoire, donc on va chercher les meilleurs ingénieurs, les meilleurs métalleux, les meilleurs menuisiers. Et notre particularité, parce qu'on reste une agence conseil, c'est qu'on les fait intervenir très en amont de la réflexion avec la marque. Donc on a un directeur de la création qui nous pond ses dessins aussi farfelus les uns que les autres. On a un chef ingénieur qui dit ça c'est possible, c'est pas possible. Et ensuite, une fois qu'on déroule la bobine, on ne la déroule pas sans les savoir-faire des ouvriers et artisans qui sont de la région de Pithiviers. Voilà, donc ça c'est un exemple parmi d'autres de comment finalement un pays tout entier travaille sur cet événement grâce à Idéactif notamment. Sur le territoire, le rôle des entreprises, Virgile, il est crucial aussi pour accompagner, on en parlait même s'ils sont un peu, on va pas dire en déclin, mais on les rejoint peut-être un peu moins qu'avant, les entreprises, premier relais des clubs dans un contexte économique compliqué. Ouais, encore une fois, je pense que c'est intéressant, Gaël, d'avoir quelques chiffres en tête parce que souvent on est conditionné par les médias. Et souvent, quand on parle d'économie du sport, on a l'impression que eh bien, c'est le sport business, c'est le salaire de Neymar, c'est le PSG, c'est le Tour de France, c'est Roland Garros, etc. Alors sachez qu'aujourd'hui, et ça a été dit encore durant les conférences, le poids économique du sport en France, c'est environ 70 milliards d'euros. Il faut retenir cet élément-là. Le sport business, le sport professionnel, les événements sportifs, tout mouillé, c'est 7 milliards d'euros. Ça veut donc dire que le rôle économique des entreprises sur tout le territoire, il est essentiel. Et on a énormément d'acteurs économiques qui sont méconnus. Jean-Marc présente un acteur économique, à la fois industriel, à la fois conseil, qui est présent sur l'ensemble du territoire. Et effectivement, c'est des gens qu'on n'identifie pas spontanément, culturellement. Donc nous, on représente toutes ces entreprises. Juste un mot pour répondre clairement à la question de Gaël. C'est plus de 3000 points de vente de commerce de sport qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Il n'y a pas un de ces commerces qui ne soit pas d'une manière ou d'une autre partenaire, sponsor, mécène d'un club local, d'une petite course, etc. Donc c'est l'importance de ce maillage territorial, de cette proximité avec l'ensemble des clubs amateurs. Sachez, retenez aussi un autre chiffre, toutes les entreprises de notre organisation patronale, donc toutes les entreprises de l'économie du sport, c'est plus de 600 millions d'euros investis chaque année aux côtés du mouvement sportif. Comme je le disais, ça va être les magasins de sport, mais ça va être aussi les salles de sport. On a vu que les loisirs sportifs marchands, c'était quasiment 8500 salles réparties sur l'ensemble du territoire, les commerces, mais aussi toutes les entreprises industrielles, Gaël. Justement, on peut y venir, notamment peut-être avec Idéactif, racheté par Doublet qui est dans le Nord plutôt. Qu'est-ce que ça va changer pour vous aussi, ce nouveau point d'ancrage ? Ils font un métier qui est très complémentaire au nôtre et ils sont sur les territoires. Donc ça va plutôt conforter notre position et ça va nous permettre de mieux descendre dans les territoires. C'est-à-dire que, tu l'as très bien dit, 7 milliards du sport business. Le sport business est assez saturé. Il y a énormément d'acteurs qui essayent de croquer dans la même pomme. Nous, notre position, c'est qu'on veut redescendre un peu plus proche des territoires. Doublet, la plupart d'entre vous connaîtront pas Doublet parce que ils aiment pas trop communiquer, mais c'est le défenseur du premier média du monde. Le premier média du monde, c'est le drapeau. C'est avant tout une boîte qui fabrique des drapeaux, et puis il fabrique des arches, et puis il fabrique des échafaudages. Et puis ils se sont dit à un moment, on veut une partie visible de notre iceberg. Et donc là, ils ont choisi Idéactif. C'est un deal qui s'est signé en mars, qui a été annoncé la semaine dernière.
Et ce que ça va changer pour nous, ça va nous permettre une plus grande granularité dans nos actions. On descend dans les départements, dans les régions, et puis aller sur l'international, puisque Doublet est présent en Espagne, au Portugal, en Belgique, en Hollande, en Allemagne et à Denver. Et donc, ce que moi je constate, c'est qu'il y a cette très grande fragmentation du sport que tu évoques là, avec ces 60 milliards, moins 7, les 53 milliards, où les meilleurs sponsors de France, ce sont les boutiques locales et les bénévoles. Alors c'est plutôt 14 millions de licenciés que 17, parce que ça a baissé un petit peu, mais notre intérêt ici, c'est de toute façon que les gens fassent du sport, peu importe le format, hein, c'est le plus important. Et cette granularité, je pense que des acteurs comme l'USC et comme nous, à notre humble niveau, là où ça peut vraiment aider, là où ça peut changer, c'est peut-être de les rapprocher pour que de plus en plus le privé aide les bénévoles et les clubs à se développer. Donc nous, on va descendre un petit peu plus dans cette granularité pour intervenir un peu plus dans les régions. Le Tour de France est un symbole d'un énorme mastodonte de 6000 personnes sur 28 jours, 21 sur le masculin, 7-8 sur le féminin qui fait le Tour de France et qui défend le savoir-faire français. La connexion encore avec le milieu local est encore à construire, donc on va essayer d'y participer. Ouais, effectivement, il faut non seulement passer sur ces routes et sur ces territoires, mais y écrire une histoire finalement. Virgile, on a d'autres exemples de relocalisation industrielle, de marques de sport qui ont permis à des territoires nouveaux de se régénérer un petit peu. Oui, puisque la thématique, c'était comment l'économie du sport participe au rayonnement et à la dynamique des territoires. On a évoqué effectivement toutes ces entreprises du commerce, on a évoqué toutes les entreprises du tourisme sportif. Ça aussi, ça apporte une dynamique incroyable sur les territoires. C'est une valorisation des territoires. Souvent, c'est mésestimé ou inconnu de la part du grand public et même parfois des décideurs au niveau de Bercy, pour dire toute la vérité. Et il y a également évidemment les entreprises industrielles. Ce qu'on ne sait pas forcément en France, ou alors c'est quelque part une sorte d'acquis patrimonial, mais on a en France un territoire qui est juste exceptionnel en matière de marque de sport, donc d'industrie sportive. Il n'y a pratiquement pas d'autre pays qui a autant de marques endémiques que la France. C'est incroyable. On ne se rend pas compte parce qu'effectivement, nous, on a toujours vécu avec ça. Mais vous prenez quasiment sur tous les secteurs sportifs, vous avez des marques françaises qui rayonnent à l'international. Je vais prendre quelques exemples. Cornillo, par exemple, ça vous parle. Les tables de tennis de table, les raquettes, etc. Ils sont dans une petite ville de l'Oise. Ils fabriquent là-bas, sur place. C'est envoyé dans des dizaines de pays depuis la France. Et ça, c'est une vraie pépite, c'est une vraie fierté française en matière d'industrie du sport. On peut parler aussi de Babolat. Babolat, ça vous parle, les raquettes de tennis. Alors évidemment, il y a quand même un gros de la production qui se fait à l'international, mais il y a encore des sites de production sur le territoire français pour les boyaux naturels, notamment pour faire les cordages, mais pas que. Vous avez aussi, j'ai plein d'exemples, Look, les vélos Look, c'est à Nevers, c'est des vélos qui sont extrêmement compétitifs. D'ailleurs, pour le petit clin d'œil, le président de la République en a offert à tous les participants au G7 récemment à Évian, ce qui veut dire quand même l'excellence française en matière de vélo. Vous avez d'autres exemples, il y en a plein, mais Tae Outdoor, ça vous parle pas, mais c'est Big Sport pour toutes les marques de surf, de glisse nautique. Vous avez aussi des gens comme Salomon, des gens comme Rossignol, Lecoq Sportif, Lacoste, La Fuma, Trigano. Enfin, on en a plein en fait des marques. Eh bien, toutes ces marques, je parle aussi des sols sportifs. Vous savez, les sols sportifs dans les gymnases, Gerflor, Tarkett, je ne sais pas si ça vous parle, toutes ces choses-là. Ça, ce sont des marques françaises. C'est chez nous, ça nous appartient. Les sièges sont en France, la recherche et développement est en France. Et beaucoup de sites industriels sont encore en France. Eh bien, ces entreprises, au-delà du fait que ce sont des pourvoyeurs d'emplois, et donc des emplois, j'allais dire, ils sont délocalisables certes, mais aujourd'hui ils sont bien en France et il faut faire en sorte qu'ils restent en France. Ça apporte aussi une fierté d'appartenance dans ces territoires. Ça aide le territoire à rayonner. Et ça, souvent, on ne l'imagine pas, on le sous-estime, parce que, effectivement, je le disais tout à l'heure, je reviens là-dessus, mais on est un peu conditionné, on voit le sport au travers du sport business.
Mais non, comme tu le disais, la vraie économie du sport, celle qui irrigue et qui permet au territoire de rayonner, elle est sur l'industrie, elle est sur le commerce, elle est sur le tourisme sportif, elle est sur les loisirs sportifs marchands. Alors tu l'as dit, hein, on a déjà pas mal d'exemples probants là, de ces marques que vous connaissez tous qui sont sur le territoire. Il y a un vrai intérêt et une volonté notamment du ministre des PME du tourisme de relocaliser le Made in France. C'est quand même un truc qui est affirmé aujourd'hui. C'est le cas notamment pour les vélos. Alors oui, pour les vélos, pas que les vélos d'ailleurs, puisqu'il y a une opération qui aura lieu en septembre qui vise à valoriser justement toutes les marques de sport qui sont restées sur le territoire et qui vont faire en sorte de relocaliser. La difficulté finalement, elle n'est même pas tant financière, parce qu'on pourrait se dire c'est le coût du travail, etc. C'est un fait. Mais finalement, on a tellement désindustrialisé qu'aujourd'hui, on n'a plus le savoir-faire et on n'a plus les machines. Si demain vous deviez fabriquer les maillots de l'équipe de France de football, plusieurs centaines de milliers de maillots, on n'aurait pas l'outil de production industrielle en France. Donc il y a un sujet, il faut le prendre dans l'ordre. Au-delà des discours incantatoires, au-delà des séquences de com, il faut le prendre dans l'ordre. Comment on forme les gens qui sauront fabriquer des chaussures, qui sauront fabriquer des maillots? Est-ce qu'on a les machines pour le faire? Et est-ce qu'on a les sites industriels pour le faire? Donc il y a tout un process de relocalisation. Alors effectivement, ça passe par quelques séquences de com pour valoriser ce savoir-faire. C'est peut-être le moment de faire un petit cocorico pour le maillot français vers Perpignan. Là, ça fabrique à la main avec des couturières. Alors pas dans des volumes exceptionnels, mais ça viendra peut-être. Non, mais c'est bien, il y a des choses. Figurez-vous que le maillot de l'OM de Marseille, par Puma, il y a quelques unités de fabrication en France, dont une à Marseille, avec une usine qui permet la réinsertion d'un certain nombre de personnes. Et un certain nombre de maillots sont faits en France pour l'OM, sachez-le. Cette histoire de savoir-faire, elle est au cœur de ce que vous faites aussi à Pithiviers, de transmettre et de garder justement ce savoir-faire sur notre territoire pas très loin. Ouais, c'est fondamental pour nous. Alors nous, ce qui nous protège un petit peu, et je me permets, c'est pas des marques, mais il faut redire qu'on a les deux numéros 1 mondiaux de la distribution sportive qui sont français, qui s'appellent Decathlon et Intersport. Je pense que c'est bien de redire ça parce que dans tous les secteurs, on a des leaders industriels français absolument fantastiques. Si je reviens à ton point, nous, ce qui nous protège un petit peu, c'est qu'on fait de la fabrication industrielle lourde. Quand on va assembler, on prend un véhicule, on le découpe dans tous les sens, on le remet à zéro. Sur le véhicule Danette que vous allez découvrir dans quelques jours sur le Tour de France, on a une structure en acier faite par 5 personnes à plein temps pendant 11 jours. Cette structure-là, elle est dupliquée ensuite sur 3 véhicules. C'est emmené chez notre sculpteur qui est dans le sud de l'Île-de-France, qui va façonner la sculpture à base de polystyrène et de résine. C'est ensuite ramené chez nous pour finaliser la peinture et pour faire les tests dans la vie réelle sur des circuits pour s'assurer qu'on est bien sur les normes de sécurité, etc. Cette répétition de savoir-faire, on fait venir tous les ans au moins 10% de nouveaux artisans. Pourquoi? Parce qu'il y a une évolution d'âge assez naturelle, ce qui fait qu'on forme des jeunes. On fait venir quelques artisans qui viennent de Pologne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de main-d'œuvre à Pithiviers et à côté d'Orléans et de Tours. Mais globalement, 95% des gens qui façonnent, qui assemblent, qui animent sont français et font ça sur le territoire français. Et je crois de souvenance qu'en plus de Théo Bora, qui est notre atelier à Pithiviers, on fait intervenir une quarantaine de prestataires et de petits artisans dans un rayon 50-100 km, etc. Tu l'as dit et ce sera le mot de la fin si vous avez des questions. 330 personnes qui vont embarquer autour de vous dans la caravane du Tour. Combien de CV reçus? On a reçu entre début décembre et fin février plus de 3000 CV. Des gens qui veulent lancer des bobs, qui veulent animer. On a une équipe de 8 personnes qui fait la nuit parce que c'est de la route et donc il y a des pépins. Donc sur tous les types de métiers et tous les ans, il y a une liste d'attente, un peu comme on le disait tout à l'heure, il y a une liste d'attente de villes, de départements qui veulent accueillir le Tour. On refuse
95% des gens qui candidatent sur le Tour. Donc essayez, il faut 3 ans de permis, mais voilà. Bon, et dis-nous, c'est laquelle, la voiture de la caravane, qui va lancer les trucs les plus chouettes? J'ai pas le droit, parce que sinon on a une dizaine de marques, mais venez sur le Tour, vous serez parmi les 14 à 17 millions de personnes. C'est aujourd'hui, ça c'est une énorme fierté française, c'est le plus gros événement sportif gratuit au monde. Il n'y en a pas d'autre qui fait ça. Et ça part samedi de Barcelone. Et l'année prochaine de Édimbourg, et j'ai promis de faire le départ en kilt. Ah, on a hâte de voir ça. Merci pour l'engagement, Jean-Marc. Merci Virgile. Merci à vous. Il nous reste 3 minutes, très exactement, si vous avez une ou deux questions pour Jean-Marc et Virgile. N'hésitez pas. Oui, moi je voudrais juste rajouter un point, parce que je trouve qu'on a trop tendance dans le sport à cultiver un complexe d'infériorité. N'oublions pas qu'aujourd'hui le sport, et ça a été démontré par différentes études, pèse 70 milliards d'euros en France. C'est aussi gros que le secteur de l'hôtellerie-restauration. Je ne sais pas si on prend conscience de ça. C'est 400 000 salariés dans l'univers du sport au sens très large. C'est autant que l'automobile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on pèse rien par rapport à ces mastodontes, j'allais dire, économico-sociaux. Et nous, je pense qu'au niveau des acteurs économiques du sport, on doit un peu plus montrer les muscles, être un petit peu plus prétentieux, j'allais dire, dans notre positionnement. Un peu fier, peut-être plus que prétentieux, fier. En tout cas, regardez bien les caravanes. La Danette est pas mal. Hein. Charal a fait. Elle va être un peu clivante, celle-là. Un petit peu clivante. Ouais, elle va être un petit. Ouais, c'est possible, c'est possible. Vous allez la protéger comme il faut, la petite caravane Charal. Eh bien, merci à toutes et tous de votre attention cet après-midi, et on va laisser la scène écosystème aux prochains intervenants. Merci à tous les deux.